Bonjour à tous. Je vais commencer le séminaire le temps que tout le monde se connecte. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le 22e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie. Lors de la dernière séance, donc du mois de février, nous nous étions intéressés à la question du déploiement du numérique sur les territoires. Et aujourd'hui, en complément donc de la séance précédente, on va se pencher sur la question de l'innovation sur les territoires et notamment quel type d'innovation pour redynamiser le tissu industriel. Donc pour cela, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Chanu, qui est président de l'entreprise Ratier-Figeac et président également de la Mécanique Valais, Marie Ferru, professeure de géographie à l'Université de Poitiers, Marjolaine Gros-Balthazar, maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes, Vincent Labarthe, vice-président de la région Occitanie et président du Grand Figeac, qui devrait nous rejoindre. Et enfin, Minoy Marchand, chargé de mission territoire d'industrie, Aurillac, Figeac, Rodez. Très rapidement, pourquoi s'intéresser à la question de l'innovation sur les territoires? Très souvent, lorsque l'on parle d'innovation, on associe le côté technologique. On a pu encore l'observer lors notamment du lancement de France 2030 par le président de la République. Donc bien sûr, l'innovation doit être au cœur de la réindustrialisation et de la réindustrialisation de nos territoires. Mais la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le seul type d'innovation qu'il est possible de faire sur les territoires? Comment les grandes entreprises, mais aussi le tissu de petites et moyennes entreprises, s'est approprié cette question? Quel autre type d'innovation peut-on rencontrer sur les territoires? Je vous rappelle qu'on peut très bien avoir de l'innovation organisationnelle, de l'organisation sociale, qui peuvent justement être un des enjeux majeurs de la compétitivité des entreprises. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ce séminaire. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de donner la parole à un ensemble d'intervenants qui travaillent justement à une valorisation innovante et moderne des territoires, et tout ça au service du développement économique de leur territoire. Donc, pour commencer ce séminaire, je vais peut-être donner la parole à Madame Marchand pour nous présenter en quelques mots le territoire d'industrie Aurillac, Figeac-Rodez, qui nous a fait le plaisir de participer à ce séminaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci Caroline. Est-ce que vous pouvez diffuser du coup, s'il vous plaît, voilà, le PDF? Super, merci. Donc, on est un territoire particulier, étant donné qu'on est sur 2 régions, 3 départements. Donc, on a 2 binômes de régions. Côté Auvergne-Rhône-Alpes, M. Sautarel, qui est sénateur du Cantal et conseiller régional, et M. Lafont, qui est le binôme industriel et qui est le directeur général d'une entreprise Europe Service. Au niveau du binôme occitanien, donc on a M. Labarthe qui est le vice-président de la région Occitanie, mais qui est aussi président de la communauté de communes du Grand Figeac, et M. Chanu qui est présent avec nous aujourd'hui, qui est président de Ratier-Figeac et de la Mécanique Valais, et qui est donc le binôme industriel. Donc on peut voir la carte, voilà, super, merci pour bien voir que donc, nous sommes à cheval sur 2 régions, 3 départements. Nous avons 15 PCI et 2 PETR sur notre territoire. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Je vais essayer voilà, d'être brève. Au niveau des objectifs donc, du contrat, donc là, vraiment plutôt à l'échelle nationale, donc c'est de mobiliser de manière coordonnée les leviers d'intervention de l'État, des collectivités et de l'ensemble des établissements publics et des entreprises voilà, au service de l'industrie et du territoire. Donc, à notre échelle, nous, donc, on a un ciblage des initiatives, que ce soit de la part des entreprises ou des collectivités. On accompagne les entreprises à développer leurs projets, et notamment sur les appels à projets nationaux. On est là aussi au soutien des collectivités, essayer de leur proposer des solutions sur leurs services et développement économique. On labellise aussi des projets industriels. Donc, on n'a pas forcément la même gouvernance côté région Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. C'est-à-dire qu'en Occitanie, on a un comité de pilotage à l'échelle de la région qui va permettre de labelliser les fiches actions, alors qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est pas du tout sur la même gouvernance. Donc, ce programme aussi
fait partie voilà, de cette gestion décentralisée où on fait remonter les projets terrain vers le national. Et donc, ce programme est évolutif. Donc, nous, sur le contrat local, donc on a 431 communes pour un peu moins de 300 000 habitants. Un quart des salariés voilà, qui sont dans le secteur industriel et une industrie qui est très diversifiée avec des spécificités locales, donc, qui sont très présentes vraiment la métallurgie, l'agroalimentaire et la santé. Donc là, voilà, c'était pour vous faire un point aussi sur France Relance, où le territoire d'industrie a été pas mal mobilisé. Donc aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin des dossiers lauréats. Donc en tout, ce sont un peu plus de 248 millions d'euros d'investissement projet, où on a un financement de l'État à 18%, un financement des 2 régions cumulées à 5%, et donc le net projet, où il nous reste 77%. Donc voilà, on a tenu à vous mettre quelques exemples de lauréats industriels sur plusieurs fonds de soutien, donc dans chaque département. Et on attend encore 2 dernières réponses pour 2 entreprises. Et je tiens à préciser aussi qu'on est un territoire qui a fait partie des missions choc industrielles lancées par Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Donc on en a eu 2, une sur Rodez Agglomération et une sur Decazeville Communauté, qui a permis d'accélérer les projets de développement. Voilà un peu pour la présentation du territoire d'industrie brièvement. Merci beaucoup pour cette présentation du territoire d'industrie. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me tourner vers Marie Ferru pour finalement introduire cette question de l'innovation et des différentes formes que peut prendre l'innovation. Merci beaucoup, Caroline. Oui, c'est vrai que c'est une question sur laquelle je me suis penchée. L'innovation a toujours été au cœur de mes travaux de recherche et en fait, on a vu une évolution au niveau des types d'innovation à la fois qui sont favorisés, incités sur les territoires, mais aussi les types d'innovation qui sont réellement mises en place par les acteurs du monde économique. Comme on a pu le voir au moment des crises économiques des années 2000, on avait la sensation que pour pouvoir sortir des crises, un antidote justement à la crise, c'était l'innovation. Et on portait vraiment l'attention sur l'innovation technologique. Et par innovation technologique, c'est vrai qu'on était très centré sur les innovations produits et procédés, haute technologie aussi. Et on a eu tout un ensemble de politiques publiques type parc technologique, pôle de compétitivité, Fab Lab, etc., très orientés autour du high-tech, un peu aussi vers les problématiques environnementales à la fin des années 2000. Donc, ça a été quand même un sujet très, très fort, l'innovation technologique. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on voit une ouverture vers des formes d'innovation non technologiques. Donc, dans un premier temps, vers les innovations organisationnelles et marketing, donc qui sont des innovations non technologiques, comme je disais, mais aussi vers des projets d'innovation sociale avec les PTCE notamment, les pôles territoriales de coopération économique, qui mettent l'accent sur des projets d'innovation qui n'ont pas vocation forcément à développer une technologie, un procédé ou un produit, mais plutôt à améliorer l'existant d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue sociétal. Et avec innovation sociale, l'objectif, vraiment, la finalité, c'est de répondre à un besoin social non satisfait. Donc, c'est un peu une problématique différente. Et on a vu aussi apparaître énormément de projets autour de l'économie circulaire, autour des problématiques environnementales liées à ces projets aussi d'innovation sociale. Donc, clairement, aujourd'hui, je pense qu'on voit apparaître une diversité de formes d'innovation. On ne peut plus cantonner l'innovation à l'innovation technologique. Et on voit aussi donc cette tendance vers l'innovation sociale, sociétale, environnementale, avec des nouveaux dispositifs favorisant ces dynamiques sur les territoires. Merci beaucoup pour ce rappel sur les différentes formes d'innovation. Je vais me tourner à nouveau vers Minoy Marchand. Donc, dans le projet de territoire Aurillac-Figeac-Rodez, quelle est la place de l'innovation? Alors, tout d'abord, si on reprend en fait les 4 axes majeurs qui ont été définis par l'État, c'est-à-dire innover, recruter, attirer, simplifier. L'innovation, c'est le pilier majeur sur notre territoire. Ça représente environ un peu moins de 200 millions d'euros de projets d'investissement.
Et au regard de nos fiches actions qui sont construites avec nos entreprises, cela compte à peu près pour 40% des projets qui ont été validés. Et donc, le pilier recruté qui peut s'évaluer environ à 30%, attirer à 25% et simplifier 5%. Donc aujourd'hui, sur notre territoire, on ressent ces différentes formes d'innovation. Et au regard des projets d'entreprise, nous avons en fait autant d'innovations sociales qu'organisationnelles et technologiques, voilà, dans plusieurs secteurs, hein, que ce soit l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile. Et donc sur notre périmètre, on travaille en interne les réseaux. C'est-à-dire qu'on tend vers l'organisation, car le territoire d'industrie en fait, est un moyen de coordonner et de synchroniser les actions. Le territoire d'industrie en fait, est un facilitateur. Et aujourd'hui, notre territoire, il s'appuie sur le cluster de la Mécanique Vallée, donc on s'appuie sur leur réseau. Ils sont branchés du coup sur la mécanique et nous, on va rattacher d'autres secteurs d'activité, voilà, comme la santé, l'agroforesterie, etc. Donc on amplifie les filières économiques, on collabore tous ensemble en partant d'une base existante que nous allons étendre. Merci beaucoup pour cette présentation du rôle de l'innovation finalement dans la revitalisation de votre territoire. On va aller voir des exemples avec nos différents intervenants d'innovation. Donc, je me tourne d'abord vers Monsieur Chanu, directeur de l'entreprise Ratier-Figeac. Cette entreprise donc, a construit son développement sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter peut-être votre entreprise et puis quelles sont ses principales innovations? Bien sûr, merci Caroline, bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis le président de Ratier-Figeac. Pour vous présenter en quelques mots, Ratier-Figeac est une entreprise qui aujourd'hui tourne autour de 1300 employés, basée à Figeac, depuis plus de 100 ans en fait. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est à peu près de 500 millions de dollars. Je parle en dollars parce qu'on a une activité mondiale. On appartient en fait à un grand groupe international aéronautique qui s'appelle Collins Aerospace. Et on est particulièrement en charge de plusieurs lignes de produits, dont la principale, c'est les hélices. On est le premier fabricant mondial d'hélices d'avion pour les avions de transport. On a fait nos premières hélices en 1908, donc vous voyez que ça ne date pas d'hier. On est le fournisseur principal d'hélices pour les avions civils, tels que ATR ou tout ce qu'on voit un peu partout dans le monde dans les compagnies aériennes, mais aussi pour des appareils militaires du type A400M, développés par Airbus, ou bien les C-130, un de nos clients principaux, au-delà d'Airbus et des forces européennes, bien sûr, c'est l'US Air Force. Donc, on a une activité absolument mondiale, même si on est basé dans le petit Figeac, mais qui est pour nous le centre du monde, bien sûr. On fait aussi d'autres systèmes comme les mini-manches d'Airbus qu'utilisent les pilotes, des manettes de gaz ou ce type d'appareil-là. L'innovation, pour nous, ça a été vraiment le cœur de notre culture depuis le début et ça l'est toujours resté. Le premier brevet a été déposé par Paulin Ratier, le fondateur de l'entreprise, en 1915. C'était pour la protection du bord d'attaque ou le blindage en fait du bord d'attaque pour éviter la corrosion, pour éviter l'érosion des hélices, des pales des hélices en bois qui tournaient. Depuis, on a continué à innover aussi bien dans les technologies des produits eux-mêmes que dans les technologies pour des innovations industrielles. On va le voir. Quelques éléments marquants de l'innovation, alors qui ne vous parleront peut-être pas forcément si vous n'êtes pas vraiment dans l'aéronautique, mais on a été les premiers à développer des hélices à pas variables. Vous savez que les pales d'hélices sont variables aujourd'hui. C'est l'entreprise de Ratier qui l'a inventé, qui l'a développé en utilisant une baudruche, en fait une vessie gonflable qu'on gonflait au sol pour mettre l'hélice dans une certaine position et en vol, à partir d'une certaine vitesse, il y avait un petit piston comme une vanne de vélo en fait qui dégonflait et avec un ressort, l'hélice prenait une autre orientation, était donc plus efficace pour le vol. Ça a permis de gagner plusieurs records mondiaux dans des courses dans les années 20, dans les années 30, etc. Bien sûr, on a continué à développer d'autres technologies. Les technologies les plus récentes, les plus marquantes sont dans les années 80-90 avec du composite, puisque les hélices sont passées du bois
dans les années 1900, 1910, 1920, aux hélices en métal depuis les années 20, et puis depuis les années 80 chez nous, on est passé dans le composite. Donc vous voyez, ce sont vraiment des technologies assez différentes. Et nos ingénieurs, puisque dans notre entreprise, on fait de la recherche, du développement, qualification, des tests et qualifications, certification de nos équipements, production et support après-vente. Et on innove dans tous les domaines. Nos ingénieurs sont même mesurés, enfin le groupe engineering est mesuré en nombre de brevets ou de dépôts d'innovation que l'on dépose. Ce n'est pas une course au nombre, mais on sait que ça protège notre propriété intellectuelle et ça nous permet de nous maintenir en développement. Quelques exemples donc d'innovation technologique aujourd'hui. On s'est préparé depuis quelques années aux hélices du futur. On est convaincu que l'aviation, pour être plus sobre, plus respectueuse de l'environnement, va se recentrer un petit peu plus ou va développer les avions à hélices qui intrinsèquement sont beaucoup plus efficaces, en tout cas pour des vols court courrier, que des avions à réaction. Donc on est certain qu'il va y avoir un grand développement et pour ça on a lancé un grand centre d'excellence au niveau des hélices, avec un investissement de l'ordre de 32 millions d'euros qui intègre fabrication de nouveaux bâtiments où on va regrouper les ingénieurs et les techniciens de façon à développer les produits, et puis bien sûr des centres de tests, de la recherche et les tests et les qualifications. Ça va nous permettre d'aider les constructeurs d'avions à développer des avions qui sont de l'ordre de 40% plus économes en énergie et donc forcément en émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, etc., enfin le gaz carbonique, mais aussi des avions plus silencieux et des avions plus confortables pour que les passagers puissent apprécier les vols, même si c'est un avion à hélice. Aujourd'hui, un avion à hélice est aussi confortable qu'un avion à réaction. Donc, de nombreuses pistes au niveau de l'innovation technologique, au niveau de l'innovation des produits eux-mêmes, mais aussi, parce qu'on est constructeur, on est un industriel, on n'est pas juste un inventeur, on met ces inventions en production et en support pour les opérateurs, pour les opérateurs d'avion. On innove aussi beaucoup, on investit énormément dans l'outil industriel. Modernisation des machines, on a une usine qui est de plus en plus verte, on travaille bien sûr, et le groupe nous pousse depuis des années et des années, et c'est un des effets vertueux, si vous voulez, d'un grand groupe international, pour réduire notre consommation d'eau, réduire nos émissions de CO2, notre empreinte industrielle locale à Figeac. Pour vous donner 2 chiffres, sur les 10 dernières années, de façon à peu près continue, en valeur absolue, on a réduit nos émissions de CO2 par à peu près 45%. On a réduit notre consommation d'eau d'à peu près 50%. Donc, en 10 ans, on a réduit quasiment de moitié ces 2 aspects-là en valeur absolue, alors qu'en parallèle, notre activité industrielle, elle, avait monté d'à peu près 50%. Donc, proportionnellement, c'est un gain encore plus important. Là aussi, ça demande beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissement, beaucoup de créativité au niveau des équipes. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé du centre d'excellence hélice avec un nouveau bâtiment où on regroupe à peu près 200 ingénieurs qui travaillent sur nos nouvelles hélices. Eh bien, le chauffage de ce nouveau bâtiment est assuré par la récupération de l'énergie de notre processus industriel des composites. Quand on fait du composite, on chauffe et on refroidit des pièces. Eh bien, pour le refroidir, on récupère cette chaleur et quelque part, on l'envoie dans notre nouveau bâtiment. C'est un élément qui est vraiment gravé dans l'esprit de nos équipes. On innove et on est écologique autant que possible parce qu'on est dans un endroit très vert et tout le monde est toujours et constamment soucieux de l'environnement. Voilà, globalement, donc, l'innovation pour nous, c'est vraiment un état d'esprit. C'est dans tous les domaines. C'est vraiment trouver des solutions pour rendre le monde meilleur, qu'il soit local ou global. Donc voilà, quelques mots pour présenter un petit peu ce qu'est Ratier Figeac. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on fait dans la Mécanique Vallée, ou en tout cas dans le territoire d'industrie. On fait partie de la Mécanique Vallée, on a même été à l'origine de la Mécanique Vallée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la Mécanique Vallée regroupe 150 entreprises locales de tailles différentes et une cinquantaine d'organisations
administratives, professionnelles ou de formation qui travaillent ensemble, justement, parce qu'on est persuadé que pour être fort économiquement, on a besoin de faire le lien entre les clients, les équipementiers, les sous-traitants, la région, les communautés de communes. On travaille tous ensemble, on se serre les coudes. C'est une particularité, je pense, de la ruralité, hein, mais c'est clairement présent chez nous et c'est ça qui nous permet de nous développer. On a beaucoup de pépites dans le territoire d'industrie, dans différents domaines, aéronautique bien sûr, mais aussi automobile, machine-outils, médical, luxe, etc. Donc, je pense que Rati est un gros exemple, mais un bon exemple des entreprises innovantes et qui ont du succès économique dans notre territoire. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une petite question, mais pour plus tard, sur la mécanique, Mécanique Vallée, pardon. On y reviendra peut-être après. Je vais passer la parole à présent à Marjolaine Gros-Balthazar, donc qui a beaucoup travaillé sur le territoire de Romans-sur-Isère, qui est le berceau de la chaussure. Marjolaine, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de la production de chaussures et nous expliquer aussi la forme d'innovation qui a sous-tendu la réinvention de cette activité sur le territoire? Oui, mais merci Caroline. Donc en effet, j'ai travaillé sur le cadre de Romans-sur-Isère dans le cadre de ma thèse, que j'ai soutenue en 2018, puis je continue aujourd'hui à travailler sur ce territoire dans un autre cadre dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Donc l'histoire de Romans, comme vous l'avez dit Caroline, est vraiment associée à la production de chaussures, puisque Romans était reconnue comme étant la capitale de la chaussure de luxe à l'échelle internationale tout au long du XXe siècle, avec un peu une apogée dans les années 1950-1960, avant qu'à partir des années 1980 commence à décliner cette production de chaussures, donc pour tout un tas de raisons, qui est raison comparable à d'autres secteurs industriels, en partie la concurrence internationale, mais pas que. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Mais donc un déclin qui s'amplifie au cours des années 80-90 avec au milieu des années 2000 une rupture un petit peu majeure puisqu'il y a 2 des 3 grandes entreprises du territoire qui ferment leurs portes en 2005, l'entreprise Kélian et l'entreprise Jourdan. Il n'en demeure qu'une, Clergerie, qui est encore là aujourd'hui, mais qui ne produit plus véritablement sur place. Donc on est dans cette situation dans les années 2000 avec l'identité aussi industrielle du territoire qui s'effondre. Ce n'est pas juste une crise sociale, c'est aussi un petit peu une crise identitaire sur ce territoire. Et au tournant des années 2000, donc il y a ces fermetures, il y a la mise en place d'un contrat de site de la part de l'État et une 27 millions, je crois, de mémoire d'euros d'État investis sur le territoire. Et puis, il y a un acteur de l'économie sociale et solidaire, Archer, qui décide en 2008, je crois, de racheter une ligne de production de l'entreprise Jourdan. Donc, il rachète une ligne de production et il commence à produire en leur nom. Et puis aussi, il sous-traite la production de grandes marques, dont Kélian et Jourdan qui subsistent à l'état de marque, ce qui est assez intéressant. Donc, il rachète cette ligne de production, il relance la production de chaussures. Et puis, ça va fédérer un petit peu une dynamique collective. En fait, ils vont relancer une dynamique collective autour de la production de chaussures sur le territoire. Alors, quand on se dit qu'il y a 2 des 3 grandes entreprises qui ont fermé sur le territoire, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas un certain nombre d'ateliers sur le territoire qui sont spécialisés dans des marchés de niche, la chaussure post-opératoire, les chaussons d'escalade, etc. Donc, des petits marchés de niche subsistent. Donc voilà, donc c'est ça un petit peu le cadre des années 2000 et ce qui est intéressant en termes d'innovation, c'est qu'autour d'Archer et de cette relance de la chaussure vont être créées ou initiées des démarches collectives, je le disais. Donc en fait, c'est aussi dans ces années-là qu'est préfiguré un pôle territorial de coopération économique, comme en parlait Marie tout à l'heure. Donc pôle territorial de coopération économique à Romans qui regroupe physiquement dans un même lieu les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs publics aussi, puis des acteurs du développement économique local. Et ce pôle se donne pour objectif, le pôle sud, de promouvoir l'activité industrielle locale. Et ça passe notamment par la chaussure, et créer une association, l'association Romans Cuir, qui va fédérer les entreprises, donc ces petites entreprises qui continuent à exister, Made in Romans, et puis d'autres entreprises qui commencent à être créées pour produire à nouveau de la chaussure. Donc c'est vraiment le fédérateur de l'écosystème. Et puis il crée aussi une marque, un label Véritable Chaussure de Romans, pour promouvoir ces chaussures et assurer leur distribution.
Donc voilà, on est dans une innovation plutôt organisationnelle, si je reprends un peu la typologie de Marie, je pense, parce que donc on a un certain nombre d'ateliers de production, et ce qui est un peu innovant, c'est la façon dont ils vont avoir travaillé ensemble, donc à travers le PTCE, cette association, et puis le fait de promouvoir un label commun. Une coopération donc, qui se manifeste dans le cadre de la production par la prise de commandes en commun. Donc, ils prennent les commandes et ils se répartissent un peu les tâches pour pouvoir assurer la livraison de la commande, ce qui est relativement intéressant. Et puis pour la distribution, ils se rendent dans des salons. Voilà, l'un d'entre eux représente tout le label Véritable Chaussure de cuir de Romans dans des salons nationaux ou internationaux. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette dynamique collective permet de relancer la production de la chaussure sous une nouvelle forme, avec un modèle un petit peu nouveau, un modèle organisationnel nouveau. Alors, bien sûr, il y a certaines personnes qui m'ont dit sur le territoire, est-ce que c'est vraiment un nouveau modèle organisationnel, territorial, ou alors est-ce que c'est une nécessité en fait de ces acteurs, de ces petits ateliers de travailler ensemble, peut-être un peu les deux. Mais il n'empêche que c'est relativement intéressant. Et puis, deuxième chose, c'est un rapport au pouvoir public que je trouve aussi intéressant, parce que là, la démarche, elle est vraiment initiée par le privé, donc ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui arrivent à capter des financements publics, à trouver des sources de financement extérieur en répondant à des appels à projets. Donc, le pôle territorial de coopération économique, pôle Sud, il préfigure un petit peu ce modèle de PTCE qui est finalement labellisé en 2014 par l'État. Et puis localement quand même si c'est plutôt Archer puis le PTCE qui est à la manœuvre, il y a un accompagnement relativement proche des collectivités publiques. À titre d'exemple, le local du PTCE, c'est un tènement immobilier qui est cédé par la collectivité locale. Donc un travail de concert, mais plutôt à l'initiative, en tout cas dans cette période-là, des acteurs privés. Merci beaucoup pour cet exemple de Romans-sur-Isère. Donc déjà, là, à la fois l'exemple de Ratier-Figeac et celui de Romans-sur-Isère, on se rend compte que d'une part, il n'y a pas une seule façon d'innover, c'est plutôt une combinaison d'innovation. La deuxième chose, c'est qu'il y a différents moyens de protéger aussi l'innovation. On a parlé de brevets, là on vient de parler aussi de labels. On va avoir un troisième exemple donc, avec Marie Ferru et l'exemple de Plaque-Steel sur le territoire de Châtellerault. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est l'histoire de cette entreprise et quelle forme d'innovation pratique-t-elle? Je vais revenir peut-être sur un peu le territoire, parce qu'en fait, Châtellerault, c'est un territoire qui est peut-être à la croisée de la Mécanique Vallée et de Romans-sur-Isère. En fait, Châtellerault, c'est un territoire historiquement industriel, avec une part de l'industrie qui est vraiment très forte. C'est au-delà même des 25%. Hein. Il y a eu historiquement des compétences, des savoir-faire sur l'industrie qui se sont développés autour de l'horlogerie, puis de la coutellerie. Et ça donnait lieu à l'installation d'une manufacture d'armes qui a vraiment déterminé on va dire, le développement, je le rappelle, ça a permis donc des savoir-faire autour de la mécanique. Et du coup, c'est vrai que nous, sur ce territoire, on a mis en évidence l'importance, au-delà d'un secteur d'activité, parce qu'il y a différents secteurs. C'est à la fois le secteur de l'aéronautique, de l'automobile, des machines agricoles, mais c'est surtout un savoir-faire autour du tournage, du fraisage, de la métallurgie, en fait, de façon générale, qui se sont développés et donc qui ont permis de s'adapter aux différentes crises sur le territoire. Et l'innovation sur ce territoire était vraiment orientée dans un premier temps plutôt technologie, procédé. Et même si, comme le dit Marjolaine, des fois on peut se demander si c'est vraiment de l'innovation, parce qu'en fait c'est une adaptation aux besoins du marché, mais je pense que c'est vraiment justement ce qu'on peut considérer comme de l'innovation, parce que l'innovation aujourd'hui, elle n'est pas toujours radicale, mais elle est souvent très incrémentale et elle permet surtout de survivre à des difficultés, à de la concurrence, etc. Donc, on a de l'innovation qui ont permis justement de résister, de s'adapter aux crises et aux demandes des clients. Et donc, on a eu sur ce territoire le développement de savoir-faire, au début très orienté
pour le développement d'innovations technologiques pour répondre à des clients. Et puis, dernièrement, donc il y a un exemple que tu mentionnes, Caroline, l'exemple de l'entreprise Plastil, qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle mêle justement ces différentes formes d'innovation et elles permettent un peu de mieux comprendre justement les nouveaux modèles d'innovation qu'on peut avoir sur des territoires fragiles, des territoires industriels qui sont vraiment mis en difficulté aujourd'hui. Donc, Plastil, c'est le projet à la base d'une entreprise et plus d'un chef d'entreprise qui est Jean-Marc Neveu. Jean-Marc Neveu est dirigeant de l'entreprise, d'une entreprise de plasturgie sur vraiment, cette fois-ci, de l'innovation technologique où ils essayent de répondre à des clients grâce à des petites séries en étant très réactifs et en répondant à des demandes très précises. C'est en répondant très souvent d'ailleurs au secteur automobile et à des donneurs d'ordre qui peuvent être locaux ou non. Et donc, ils sont très réactifs, ils permettent de pouvoir s'adapter justement à la demande de leurs clients sur des petites séries, mais de pointe, de haute technologie. Et puis, en fait, ce dirigeant avait une sensibilité évidemment aux problématiques environnementales et voyait que localement, il y avait des entreprises du textile qui ne savaient pas quoi faire de leurs déchets ou alors ils devaient les envoyer très loin. Donc, ce qui a entraîné donc, des transports importants pour juste en fait recycler du textile. Et ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est tester l'intégration de textile dans son plastique pour pouvoir justement avoir un plastique biodégradable et en même temps recycler la matière textile. Donc là, on a vraiment une innovation technologique et il a été financé dans un premier temps pour ce process de R&D techno. Et il a pu montrer, grâce à un process assez rapide, la faisabilité justement d'intégrer du textile dans du plastique et ce plastique est résistant et en même temps recyclable. Et ensuite, en fait, il a créé à côté une nouvelle entreprise où, en fait, il a créé une véritable filière de recyclage du textile dans le plastique, mais aussi la réutilisation pour répondre à des nouveaux clients. Donc, Plastil, c'est le projet justement de recyclage du textile pour la fabrication de plastique. Et ça permet de répondre à des nouveaux clients avec un modèle d'entreprise tout à fait classique, commun. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour vraiment illustrer, il va utiliser le textile de certaines entreprises, donc pour ne pas les nommer, c'est Lacoste et Kiabi, et ils vont pouvoir créer, par exemple, des cintres ou des fournitures du magasin en répondant très précisément à la commande de ces deux clients et en leur faisant des fournitures qui sont en plastique biodégradable et qui répondent à leurs besoins, qui peuvent être des fournitures de luxe pour Lacoste parce qu'ils veulent un certain mobilier. Ça peut être beaucoup plus simple pour Kiabi, par exemple. Et donc, ils arrivent en fait à allier, on va dire, innovation technologique, puisque à la base, il y a bien un nouveau procédé. Il y a aussi évidemment de l'économie circulaire puisqu'on a le recyclage de textiles et la réutilisation pour un nouveau produit. Et en même temps, c'est là où en fait, c'est un nouveau modèle aussi d'innovation. Ils ont réussi à intégrer les problématiques aussi sociales parce que pour réutiliser ces textiles, en fait, il y a besoin quelquefois d'enlever les boutons, etc. Des démarches qui ne sont pas forcément très compliquées où ils peuvent réutiliser de la main-d'œuvre, on va dire fragile. Et donc, ils vont pouvoir réemployer des salariés qui sont exclus du marché du travail localement pour pouvoir justement intégrer aussi une dimension sociale au projet. Donc, en cela, ce projet Plastil correspond à un projet d'innovation sociale dans le sens où il cumule différentes formes d'innovation à la fois environnementale, technologique, sociale. Et je pense que pour certains territoires, c'est un exemple, alors on aimerait qu'il se développe plus, mais un exemple permettant le développement de territoires fragiles, puisque ça permet aussi de répondre à un besoin du territoire, c'est-à-dire employer une main-d'œuvre qui ne trouve pas d'emploi actuellement, qui est assez éloignée de l'emploi. Donc, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est celui qui arrive le plus facilement à se développer, mais je trouve qu'il est assez révélateur de dynamique qu'on peut avoir sur des territoires industriels.
Et dernière petite chose, vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise Plastil parce qu'en fait, ils ont aussi pas mal été médiatisés parce qu'ils ont aussi réutilisé les masques. En fait, le développement de cette entreprise s'est fait au moment où on a eu la crise du Covid et ils ont aussi réutilisé les masques dans le plastique pour faire, par exemple, des équerres, des règles et ils les ont envoyés dans les pays en voie de développement. Donc, il y avait aussi cette image qui a permis de valoriser leur projet. Merci beaucoup, Marie, pour cet exemple sur Châtellerault. On va aborder la question maintenant de vraiment la mise en place de l'innovation sur les territoires. Je me tourne vers Minaï Marchand pour savoir, du coup, dans le cas du territoire Aurillac-Figeac-Rodez, donc on a une diversité d'activités innovantes et quelles sont les parties prenantes qui sont impliquées et quel est le rôle de chacun. Ici, derrière cette question, c'est la question, on en a parlé donc, dans le cas par exemple de Romans-sur-Isère où l'initiative venait des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs privés. Sur votre territoire, qui est à l'origine de l'innovation et quels sont voilà, l'ensemble des acteurs qui participent au processus? Alors, en fait, ça dépend vraiment des projets. Donc, on va prendre deux exemples. Un premier exemple où on a organisé en fait, une journée de formation sur le management de la supply chain via un simulateur numérique. Donc, on a fait appel à l'association francophone de la supply chain management et on a fait un partenariat avec une entreprise pilote pour cet événement, Figeac Aero. Et on avait des soutiens donc, des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. C'était vraiment une journée de formation à l'échelle du territoire d'industrie. Donc, on a réuni plusieurs entreprises. Ça a été une journée pilote et donc ils se sont formés sur cette thématique-là. Donc voilà, on a réuni finalement des entreprises, on avait le soutien des collectivités et puis le territoire d'industrie qui a organisé cet événement. Le deuxième exemple, donc complètement différent, on va prendre le Carlieu, qui a été inauguré l'année dernière, donc dans le département du Lot, au nord du Lot, à Saint-Céré, donc qui est plutôt orienté 3D. Donc le Carlieu, c'est donc porté par la collectivité, par la communauté de communes Coval d'Or, avec les parties prenantes donc territoire d'industrie qui a fait labelliser ce Carlieu, avec le soutien de la région Occitanie, et puis tout part aussi des entreprises. Donc il y a une étude qui a été menée avec un besoin et tout est parti de ce besoin. Donc pour rappel, le Carlieu de Coval d'Or, il a 4 espaces. L'espace de coworking, qui est adapté en fait à une nouvelle manière de travailler, un endroit voilà, où les personnes peuvent venir travailler. Le Fab Lab, qui est un espace dédié à la technologie et au prototypage. Donc, chaque porteur de projet peut venir tester leurs idées dans des conditions opérationnelles. Aujourd'hui, il y a plusieurs machines de pointe qui sont installées dans cet espace Fab Lab, mais le parc il a été pensé pour évoluer en fonction des avancées technologiques, mais aussi des besoins réels rencontrés par les usagers dans leur projet. On a également l'espace hôtel-entreprise pour soutenir les projets naissants ou tester des idées et accompagner la croissance. Et pour terminer, on a l'espace, la maison des services de la communauté de communes Coval d'Or, qui est une porte d'entrée vers l'ensemble des services publics. Voilà un peu deux exemples où on travaille avec les entreprises, avec les collectivités, même avec des associations, tout un panel de partenaires autour de différents projets. Merci beaucoup pour cet exemple. On va repartir sur Romans-sur-Isère. Il existe un dispositif sur ce territoire qui s'appelle les startups de territoire, qui existe aussi pour d'autres territoires. Est-ce que, Marjolaine Gros-Balthazar, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce dispositif qui a permis le soutien, encore une fois, de l'innovation sur le territoire? Oui, et d'ailleurs, il existe à Figeac, ce dispositif Startup de territoire. Donc, l'histoire de Startup de territoire, elle s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur ce tournant dans les années 2000 et la relance de la production de chaussures à Romans.
parce que c'est le début, la mise en place de ces soirées start-up de territoire, elle s'inscrit aussi, ces soirées start-up de territoire, pardon, elles sont mises en place par le petit groupe, les acteurs qui s'occupent de la relance de la production de chaussures, ce qui est relativement intéressant. Donc la première soirée, elle a lieu en 2016, donc il y a déjà quelques années, et l'idée, c'est de rassembler des citoyens dans un même lieu pour réfléchir collectivement aux besoins du territoire, aux besoins des citoyens du territoire, et essayer de faire émerger des startups de territoire, ce qu'ils appellent des startups de territoire, c'est-à-dire des... Donc on sent bien hein, le nom qui fait écho aux startups technologiques, mais la startup de territoire, donc l'objectif, c'est de répondre à ces besoins qui émergent lors de ces soirées d'émulation, d'idéation, de créativité. Première soirée en 2016, qui rassemble plusieurs centaines de personnes. Deuxième soirée en 2017, troisième soirée en 2018. Et troisième soirée qui mobilise vraiment beaucoup de monde sur le territoire, qui est un peu une surprise, puisqu'il y a 1500 personnes qui participent à cette soirée. Et donc, 1500 personnes qui réfléchissent collectivement à ces idées. Donc, ces soirées, elles ont donné lieu à l'émergence de quelques startups de territoire, et puis surtout en 2018, pour inscrire ce projet dans la durée et avoir une vision un peu plus structurelle de ce que peuvent apporter ces soirées startups de territoire. Archer s'associe, donc Archer, l'acteur de l'économie sociale et solidaire qui était déjà à l'initiative du PTCE dans les années 2000, s'associe à la communauté d'agglomération Valence Romand pour monter un dossier et répondre au plan d'investissement à venir, territoire de l'innovation de grande ambition, et fait partie des lauréats, des 24 lauréats. Donc le projet, c'est de devenir la capitale des startups de territoire et essayer de préfigurer la cité productive de demain, cité productive qui serait basée donc sur ces entreprises de territoire, ces startups de territoire. Donc là, on voit qu'on a aussi une gouvernance mixte, à la fois privée et publique, donc avec Archer et la communauté d'agglo. C'est un projet donc, qui a débuté en 2018, donc bon, avec le Covid, ça a été un peu compliqué, bien entendu, mais il y a déjà des premiers résultats, des projets qui ont été labellisés, des premières startups qui émergent. J'en ai noté un certain nombre que je peux vous donner hein, pour donner une petite idée de ce qu'il y a derrière ce terme startup de territoire. Une des premières startups, c'est Ma Bouteille, s'appelle Reviens, donc consigne de bouteilles. Depuis, d'autres ont essaimé sur les différents territoires. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réseau qui s'organise à l'échelle nationale autour de ces entreprises de consigne. À Startup Inventaire, pour promouvoir le réemploi de matériaux de BTP sur le territoire. La Cité de la Chaussure, qui est un peu un emblème, puisque c'est un bâtiment dans le centre de Romans qui réunit différents ateliers de production de chaussures, où les personnes, il y a aussi un magasin, donc vitrine de la production, où on peut aller acheter ces chaussures, et puis on peut visiter, voir les ouvriers à l'œuvre en train de produire des chaussures derrière le magasin. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Il y en a plusieurs. L'objectif c'est d'atteindre 100 startups de territoire, de créer 100 startups de territoire et 1500 emplois. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, donc là, on est vraiment dans un modèle plutôt d'innovation sociale, puisqu'on cherche à répondre aux besoins du territoire, à répondre à ces besoins, à faire émerger les idées à partir de ces besoins-là. Donc, je l'ai dit, l'objectif final, c'est d'être une cité productive un peu expérimentale de ce que pourrait être une cité productive de demain, basée sur ces besoins du territoire. La question qui est un peu en suspens aujourd'hui, c'est comment cette dynamique-là s'articule avec la dynamique productive qui existe par ailleurs, c'est-à-dire est-ce que c'est deux dynamiques parallèles, est-ce qu'il y a des interfaces, est-ce que ces innovations qui se veulent un peu transformatives ont des répercussions sur le modèle productif qui existe par ailleurs. C'est des questions qui sont en suspens. Et donc, je le disais, je continue à travailler sur ce territoire parce que pour l'obtention du projet du PIA TIGA, il y a une équipe d'évaluation de chercheurs qui est associée à Archer et à la communauté d'agglomération. Donc, cette équipe de chercheurs, elle est pilotée par Magali Talandier, qui est à l'Université Grenoble-Alpes, une de mes collègues, et je fais partie de cette équipe d'évaluation. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer au fil de l'eau, ce projet, ce programme, d'alerter s'il y a besoin d'alerter, puis surtout de voir ce que fait concrètement cette démarche start-up de territoire localement.
Merci beaucoup. Pour nous avoir présenté ce dispositif Startup de territoire, vous avez aussi abordé très rapidement la question du programme TIGA, donc Territoire d'innovation de grande ambition. Donc, je vais me tourner vers Marie Ferru. Donc, effectivement, ce dont on peut se rendre compte déjà, c'est que finalement, il y a quand même des dispositifs qui existent pour promouvoir l'innovation sur les territoires. On peut avoir aussi une mobilisation des acteurs sur ces territoires. Donc, peut-être pour avoir une vision un peu plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, il est facile d'innover et est-ce que vous pouvez nous présenter une sorte de panorama un peu des dispositifs territoriaux en matière d'innovation? Oui, alors, faire un panorama, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile et c'est sûr, on en oublierait parce que, c'est vrai qu'il en existe beaucoup, c'est dur d'être exhaustif. Après, les dispositifs existent, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Évidemment, il y a différents acteurs, qui, financent l'innovation, la BPI France, les collectivités territoriales. Au niveau national aussi, il y a différents, dispositifs. Il y a des bourses, French Tech, vous l'avez dit, il y a le PIA, il y a les appels à manifestation d'intérêt. Il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent. Ça, c'est pas forcément, le manque de dispositifs. Après, c'est la difficulté justement à capter ces financements et ce que soulignent, certains acteurs, du monde de l'ESS qui cherchent à développer des projets d'innovation sociale, c'est qu'on a encore des dispositifs qui sont très orientés plutôt innovation technologique et qui sont très liés à l'évolution, à la maturation d'un projet d'innovation technologique avec un process de R&D où on peut, à chacune des étapes, demander un certain type de financement. Et donc, dans le cadre des innovations dites sociales, quelquefois, c'est pas cohérent avec les dispositifs mis en œuvre et donc c'est difficile d'aller chercher les financements. Donc ça, c'est une des grosses difficultés aujourd'hui que voient les porteurs de projets d'innovation sociale, la difficulté à trouver des dispositifs et des financements qui soient adaptés à leur type de projet puisque les financements sont encore très orientés innovation technologique. Après, au-delà du financement, ce que moi je vois apparaître concrètement quand je vois se développer des projets d'innovation sociale, je trouve au contraire qu'ils arrivent à trouver les opportunités d'un financement, mais que la grosse difficulté aujourd'hui des projets d'innovation, c'est le fait que ce soit des projets qui soient collectifs. On a besoin de plus en plus d'un nombre d'acteurs assez divers, nombreux. Enfin, c'est des acteurs qui sont hétérogènes. Ça a été mentionné. Il y a de plus en plus l'intégration d'un acteur public. Il y a évidemment des acteurs du monde privé avec des compétences complémentaires, mais assez diverses. Et donc, après, la difficulté, c'est de réussir à travailler ensemble, à se coordonner, à trouver des intérêts qui soient convergents et aussi à trouver quelquefois aussi des délais qui soient les mêmes. Quand un acteur public travaille avec un acteur privé, les délais sont quelquefois pas en tout cas, les ambitions ne sont pas les mêmes. Il faut aussi modifier du côté de l'acteur public quelquefois des dispositifs pour justement pouvoir avancer ensemble. Et j'ai la sensation qu'au-delà des financements, ce qui pose véritablement problème et un des freins essentiels des projets d'innovation aujourd'hui, c'est la capacité des acteurs à travailler ensemble, à se coordonner, à développer sur le temps long, en fait, ces projets, parce que les projets d'innovation, qu'ils soient technologiques et encore plus les projets d'innovation sociale, sont des projets qui sont vraiment dans le temps, qu'il faut faire perdurer, qui se développent petit à petit, parce que quand elles combinent différentes formes d'innovation, il va falloir vraiment le faire sur un temps, une période assez longue. Et donc là, les acteurs publics peuvent changer aussi et ça peut créer vraiment des problèmes de faisabilité et de développement au point final des projets d'innovation. Donc, au-delà des dispositifs, je dirais qu'il y a aussi un problème humain, un problème de coordination des acteurs. Merci beaucoup pour, on va dire quand même, ce beau panorama de comment on peut innover sur les territoires et quels sont finalement les freins à l'innovation, notamment les freins à l'innovation sociale. Donc, Monsieur Labarthe, vice-président de la région Occitanie et président du Grand FIJAC, vient de nous rejoindre. Voilà, on vient d'avoir des exemples d'innovation sur les territoires donc, de FIJAC, de Romans-sur-Isère, sur Châtellerault, ainsi que des exemples de dispositifs territoriaux en matière d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler plus généralement de la politique d'innovation sur la région Occitanie?
Alors, sur la région, on essaye évidemment, comme la plupart des régions, hein, d'avoir une politique ambitieuse sur le sujet de l'innovation, parce qu'on a bien compris que c'était par là qu'arriverait le salut. Donc, nous avons plusieurs dispositifs qui peuvent accompagner les entreprises, les startups, ou en tous les cas tous les porteurs de projets qui travaillent sur l'innovation. Et nous les accompagnons déjà à la fois avec des services de la région et puis l'agence de développement économique qui s'appelle ADO. Donc nous avons plusieurs dispositifs. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous avez procédé jusqu'à présent, mais l'idée c'est de pouvoir travailler à la fois l'émergence en termes d'innovation et puis après de pouvoir aller sur quelque chose d'un peu plus structuré. Et là on parlera de contrats qui pourront accompagner dans le temps et d'une manière tout à fait encadrée et peut-être un peu plus lourde, si je peux dire, m'exprimer ainsi, des sujets d'innovation. Là aussi, fonction évidemment des tailles d'entreprise. Alors ça concerne les filières émergentes. Hein. On a beaucoup de sujets autour des biotechnologies, en tous les cas en région. Tout ce qui peut aussi concerner la e-santé. On a accompagné également pas mal de développement autour de tout ce qui concerne la robotique et notamment les drones. Hein. Ça a été un sujet important. Tout comme je pourrais aussi vous citer la biochimie et notamment tout ce qui est chimie verte, puisqu'on a, en tous les cas, qu'on a des atouts en la matière, hein, puisqu'on est une région agricole assez importante, très axée sur les productions sous signe de qualité. Et de fait, on recherche à chaque fois à éviter en tous les cas tout ce qui est engrais chimique ou traitement chimique du. Après, on a aussi d'autres formes d'innovation qui sont quelque peu différentes, mais qu'on accompagne aussi. C'est tout ce qui est filière territorialisée. Et là, soit on est sur quelque chose qui est déjà existant. Je peux penser, par exemple, au bois, la céramique ou des choses comme ça. Mais également d'autres sujets qui ont parfois été abandonnés. Je veux, par exemple, on peut évoquer le textile hein, avec la filière laine qui chez nous a été complètement abandonnée et qui aujourd'hui retrouve finalement un certain regain. Donc là, on l'accompagne, mais alors vraiment sur une dimension plus territoriale. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des clusters d'entreprises hein, pour qu'on ait encore une fois une approche filière et non pas une approche qui puisse être un silo. Quoi. Donc on est plutôt sur une approche filière. Donc là, chez nous, en tous les cas, en Occitanie, ça va être les filières que je vous cite, la laine, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi le cosmétique et le bien-être, parce que finalement, on a beaucoup de production de plantes aromatiques et médicinales. Ça peut être aussi tout ce qui va tourner autour de la pierre, avec notamment sur le Tarn, quelque chose autour du granit principalement, puisque c'est quand même une ressource locale assez importante. Et puis évidemment tout ce qui va être autour de la grille technologie et tout ce qui va être aussi autour de l'agro, qu'on accompagne effectivement par des moyens assez importants, mais là aussi d'une manière territoriale. Je ne sais pas si vous souhaitez que je développe encore ou si, comme j'ai manqué le début de la réunion. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, allez-y, si vous souhaitez développer. Voilà, donc après, bon, si vous voulez, on a plusieurs types de dispositifs. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais peut-être les plus intéressants, en tous les cas les derniers nés. Si on peut parler peut-être du contrat expertise, hein, l'idée du contrat expertise, c'est de valider en fait la faisabilité. Donc lui, il s'adresse plutôt aux PME, hein, mais c'est apporter une certaine sécurité et puis pouvoir encore une fois valider la faisabilité du projet, parce que bon, dans l'innovation, il y a aussi, comme vous le savez, le risque avec, et c'est bien normal parce que
L'idée, c'est de pouvoir accompagner une phase de test avant de rentrer dans une phase peut-être un peu plus opérationnelle. Ça, c'est pas propre à la région Occitanie, mais c'est propre partout. Après, on a d'autres dispositifs aussi, comme Startup Progrès, là, qui ce dispositif a plus de vertus en tous les cas, puisqu'il s'adresse principalement aux startups, hein, et principalement dans une deuxième phase après la création, qu'on pourrait appeler plutôt une phase d'accélération, quoi. Et là, c'est l'idée de pouvoir les aider dans leur croissance, hein, et puis également pour aller au marché, finalement. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent. On a aussi, je ne l'ai pas cité, mais un autre dispositif qui nous semble fort intéressant aujourd'hui avec des crises de succès qu'on traverse, c'est celui qu'on a bâti par rapport à la relocalisation. Et là aussi avec des activités industrielles qui vont nécessairement devoir porter une forme d'innovation, puisque si elles ont été délocalisées, le dispositif Reloc qui s'adresse en fait à la relocalisation d'entreprises, qui va nécessiter forcément des entreprises qui ont été délocalisées, c'est soit... Ah, je crois que Vincent Labarthe a été complètement déconnecté. Peut-être pouvez-vous prendre le relais? Non, non, il doit être en voiture et c'est vrai qu'on n'a pas forcément un très très bon réseau aussi de communication sur les routes dans les campagnes. C'est intéressant comme problématique sur un séminaire innovation. On revient toujours à cette question qu'on a eu l'occasion de traiter à plusieurs reprises dans le séminaire, à savoir la question des infrastructures numériques notamment et de leur maillage, du maillage de territoire dans de telles infrastructures. Donc là, on a un exemple même de peut-être de choses sur lesquelles à mettre l'accent de manière assez rapide pour favoriser la digitalisation des activités sur le territoire. Est-ce que, Monsieur Labarthe, vous nous entendez à nouveau? Oui, je vous entends à nouveau, je m'excuse, mais... Non, pas de problème. Vous nous donnez voilà, des exemples de leviers d'action à mettre en place sur les territoires, donc c'est parfait. Vous étiez en train de parler du dispositif concernant les relocalisations d'entreprises sur les territoires. Je vous laisse continuer. Oui, voilà, ouais, je vous parlais de ça parce qu'en fait, c'est quand même un sujet important et en fait, la relocalisation, elle se fera nécessairement à condition qu'on puisse avoir une forme d'innovation, puisque si ça a été délocalisé, c'est soit par rapport à des coûts de main-d'œuvre plus importants ou bien peut-être des premières qui sont plus près de l'endroit où est-ce qu'elles ont été délocalisées. Il faut à chaque fois travailler le sujet. Et là, on a effectivement bâti ce programme qui s'appelle Reloc, hein, et qui commence à connaître un petit succès après Covid et puis dans la crise qu'on traverse. Mais ça peut être aussi... On a d'autres dispositifs, je ne vais peut-être pas tous les évoquer, mais un autre quand même qui est intéressant, c'est le prêt d'honneur Créalia Innovation, qui permet aussi de pouvoir, pour notamment les entreprises émergentes, pouvoir trouver des moyens sous forme de ce Créalia qui le met en œuvre, mais avec un partenariat qui est porté. C'est le but propre pour la phase innovation des entreprises. On a également d'autres fonds de garantie qui peuvent être présents. Je voudrais en citer un quand même parce que celui-là il met un peu cher, c'est le fonds Foster qui s'adresse aux TPE et aux PME. Donc en fait il a été bâti avec les moyens apportés par le FEADER, qui est un fonds européen qui a à voir avec l'agriculture, mais aussi avec des fonds FEDER. Et donc là, on a aujourd'hui 25 000 euros qui sont consacrés au fonds Foster et qui permet en fait une garantie gratuite pour les porteurs de projets. Et donc on a bâti en fait ce dispositif avec l'épargne et je crois aussi la Banque Populaire.
Voilà, donc ça, je crois que ça fonctionne très bien, en fait, notamment pour les jeunes entreprises qui ont du mal à trouver des garanties. Sur le volet agricole comme sur le volet agricole ou industrie agroalimentaire, comme sur le volet TPE-PME, le fonds Foster, il fonctionne finalement très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, bon, on peut aller on a d'autres filières comme l'hydrogène vert sur lequel on a beaucoup d'espoir et on a mis quelques moyens. Voilà, on a quelques idées comme ça qu'on a souhaité pousser un peu loin, de la même façon qu'on a d'autres dispositifs comme les dispositifs PASS qui sont faciles à mobiliser en fait. C'est un peu moins dimensionné que les contrats. Mais ça correspond bien aux entreprises plutôt TPE, jusque peut-être à PME, puisque les dossiers sont beaucoup moins complexes. Là, on va aller en fait sous des formes de soutien qui peuvent accompagner le volet ressources humaines. Hein, c'est aussi important sur ces phases-là. Puis aussi tout ce qui va concerner la formation. Donc voilà ce qu'on met à disposition en tous les cas des porteurs de projets sur le volet innovation. Merci beaucoup pour ce panorama des dispositifs et votre témoignage. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Donc, on a pu voir, il y a beaucoup de dispositifs. Donc, là, on vient de parler de contrat expertise, Startup Progrès, des fonds de garantie. On a parlé PTCE, Startup de territoire. Et du coup, j'ai une question peut-être un peu simple, mais est-ce que ces dispositifs sont vraiment visibles pour les entreprises sur les territoires ? Parce qu'on se rend compte, oui, ça existe sur chaque territoire et au niveau local, on a des choses qui se mettent en place, il y a des dispositifs, mais est-ce que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ont la connaissance de ces dispositifs? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place pour que ce soit visible? Alors, vous voulez dire trop de dispositifs tue le dispositif, mais non, mais l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner avec, comme je vous l'ai dit en préambule, avec notre agence de développement qui, elle, est implantée partout. Quand je dis partout, c'est au moins avec une implantation par département, et souvent 2 et parfois 3, puisque nous avons choisi donc d'avoir des maisons de région dans chacun des départements, et l'agence ADOC, au-delà du fait d'ailleurs d'intervenir partout, mais elle est aussi physiquement présente dans tous les départements, ce qui ramène quand même un peu de proximité. Après, nous avons nos outils de communication assez classiques par rapport à la diffusion de l'ensemble de ces. De la même manière, des partenariats qui sont soit avec la CCI, un peu avec les CCI, avec également les différents consulaires, métiers ou agriculture. Oui, mais ça reste effectivement un panel important. On a choisi de le bâtir de cette façon-là parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'adressage, il faut être quand même assez précis pour pouvoir porter, même sur les mêmes filières, à des sujets qui peuvent être différents. Hein. Quand on s'adresse à l'innovation, on a effectivement beaucoup de questions. Elle peut être sociale, elle peut être très environnementale, elle peut être très technologique. Enfin, voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a choisi de le bâtir comme ça. On a eu d'ailleurs beaucoup de débats sur la question. Et le rendre visible, c'est effectivement un vrai challenge, mais la prétention de penser que nos agences font bien le travail pour pouvoir le divulguer auprès des porteurs de. Merci beaucoup. Hervé Danton, aussi représentant de la Mécanique Vallée et du territoire d'industrie Aurillac-Figeac-Rodez. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question de la visibilité des dispositifs? Oui, pour dire qu'effectivement, et ce ne serait que paraphraser ce que vient de dire notre vice-président Vincent Labarthe, c'est quand même la proximité des intervenants sur le terrain. Nous avons notre chargé de mission Minoï Marchand, nous avons les agents de l'agence et les gens de la région. C'est le fait que toutes ces personnes communiquent étroitement qui fait l'efficacité des dispositifs. Les dispositifs existent et tant mieux.
mais ils sont apportés jusqu'à l'entreprise par les personnes sur le terrain. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est ça qui a fait la dynamique récente du territoire d'industrie. C'est cette proximité État-région et les structures comme Mécanique Vallée pour le maximum d'efficacité. Mais là, notre président Jean-François Chanu peut aussi évoquer sur son propre cas et les cas autour de Ratier-Figeac. Monsieur Chanu, vous souhaitez compléter? Oui, pas grand-chose de plus à dire. Effectivement, c'est ce réseau et cette compréhension intime qu'on a besoin les uns des autres que ces dispositifs en fait vivent et sont utilisés. Ça, c'est par des réunions régulières, c'est par des visites, c'est par des connexions que l'on a, de la communication descendante, mais aussi des demandes de remontée d'informations, de besoins ou d'initiatives. C'est ça qui permet de faire vivre le territoire et de le faire vivre en utilisant un maximum de dispositifs qui existent, voire même solliciter des nouvelles façons de travailler qui peuvent trouver leur écho. C'est vraiment ce maillage, cette connexion entre les différents acteurs qui fait le succès du territoire. Oui, Marie Ferru et Marjolaine Gros-Balthazar avaient aussi insisté sur ce point qu'il faut vraiment, avoir une vision commune et deux, travailler ensemble pour que les innovations finalement naissent et se déploient sur un territoire. Je vois qu'on a des questions concernant les compétences dans le module questions et réponses. Effectivement, lorsque l'on cherche à mettre en place des innovations sur les territoires, la question des compétences est centrale. Tout comme elle est plus généralement centrale dans le programme Territoire d'industrie. Monsieur Chanu, est-ce que vous disposez, en tout cas dans le cadre de votre activité, des compétences nécessaires pour innover sur le territoire et quel type de profil est-ce que vous recrutez? Et j'ajouterai à ça, on a parlé de la mécanique Vallée à plusieurs reprises au cours de ce séminaire. Est-ce que le fait d'avoir ce cluster d'entreprises vous permet aussi d'accéder plus rapidement ou plus facilement en tout cas aux compétences dont vous avez besoin? Oui, absolument. Alors, je vais peut-être essayer de répondre dans différentes sections. La première chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est un territoire vraiment rural, je dirais d'historique plutôt agricole, et ça, c'est une très bonne base pour un industriel. Ça paraît peut-être surprenant pour beaucoup, mais ça a permis de développer chez tous les habitants localement un état d'esprit vraiment de débrouillardise. Et c'est une des fondations des innovations. Pardon. Dans le territoire, les gens sont responsables. Ils savent très bien, un paysan sait très bien que il va falloir labourer, il va falloir élever les bêtes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On a une certaine responsabilité, on ne s'appuie pas forcément sur les autres, on ne dit pas c'est la faute de l'un ou c'est la faute du mauvais temps, je ne peux pas le faire. Il y a une responsabilité qui est très fortement ancrée dans l'état d'esprit de chacun. Il y a les valeurs d'autonomie. Hein. On sait qu'il faut dépendre de soi-même, voire même d'une petite équipe. Le travail d'équipe aussi est important. Pour moi, l'équipe, c'est vraiment avoir à la fois une responsabilité individuelle, mais aussi un esprit de solidarité pour pouvoir aider l'autre. Et ça, ce sont des valeurs que l'on trouve dans le monde rural, dans le monde agricole, qui sont d'excellentes bases, je dirais qui sont même les conditions pour avoir les bonnes compétences humaines pour pouvoir, dans l'industrie, développer l'innovation. Donc, la valeur du travail bien fait, transposée ensuite dans l'entreprise, la valeur de vouloir satisfaire le client, et encore une fois de travailler en équipe dans un esprit de solidarité. Tout ça, ce sont des bases, je dirais, quasiment indispensables et que l'on trouve dans le Grand Figeacois, ou en tout cas dans le territoire Aurillac, Figeac, Rodez. Donc, ce sont vraiment des compétences. C'est les premières des compétences qu'on cherche quand on veut développer une entreprise. Pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on cherche comme profil aujourd'hui? Alors, vous savez qu'il y a eu quand même une crise assez importante qui a donné un coup d'arrêt, voire un recul chez beaucoup d'entreprises avec le Covid et surtout la crise économique qui a suivi. Mais on vit en ce moment vraiment un rebond très très fort.
Je dirais heureusement qu'une des mesures qui était à notre disposition par le gouvernement, c'est l'APLD, l'activité partielle de longue durée, qui a été utilisée par de nombreuses entreprises qui ont permis de maintenir les compétences qu'on avait. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir justement rebondir le plus vite possible. Le rebond, on le voit depuis plusieurs mois, il est très fort. Il est dans un petit peu tous les domaines, aussi bien l'aéronautique que l'agroalimentaire, le médical, etc. Si je reste un petit peu plus sur la... Je crois qu'effectivement, c'est la journée des problèmes de connexion. Et c'est sur le... Je pense que voilà, notre président va se déconnecter, se reconnecter. C'est clair que c'est un axe de progrès sur ce territoire. On a quand même la fibre qui est arrivée un peu partout. Lot-Aveyron, Corrèze et la Lozère. Il y a eu un accord entre les 3 départements, Lozère, Aveyron, Lot, pour installer la fibre. Mais comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, les besoins en emploi, et je vais tenter de compléter ce que disait le président Chanu, essentiellement production, comme on l'écrivait dans le chat, et donc ça veut dire à peu près les 2 tiers, sont concentrés sur des niveaux Bac Pro, Bac plus 2, à peu près pour les besoins en recrutement, que ce soit pour l'industrie dite mécanique ou agroalimentaire, qui font l'essentiel des besoins qu'il y a sur ce territoire, avec des dispositifs mis en place, notamment un dispositif pilote lancé par France Industrie qui s'appelle Passerelle Industrie, qui est un très gros dispositif avec une dizaine de personnes dédiées sur l'Occitanie et donc une personne sur le Lot et l'Aveyron qui passe son temps à récupérer des compétences et à les placer dans nos entreprises là où des besoins sont exprimés, globalement. Donc, c'est un rebond particulièrement fort et nous mettons tout en œuvre pour que les personnes qui quittent une entreprise volontairement ou contraintes dans le cas de PSE, puisque avec la crise c'est arrivé, nous avons fait en sorte que ces personnes puissent être replacées à proximité de chez eux, de chez elles, et dans des métiers les plus proches de ce qu'elles ont connu. Et là, on a le cas sur la Corrèze, on a le cas sur l'Aveyron. Ça fonctionne plutôt bien et les cellules de reclassement dont c'est le métier et l'activité actuellement considèrent que nous sommes des territoires, allez, je vais dire exemplaires, pour paraphraser leurs propos, parce qu'effectivement, il y a plus d'offres d'emploi qu'il n'y a de personnes à replacer. Donc voilà pour dire les choses assez simplement. Alors en la matière, ce n'est pas pour ça que c'est simple, puisque le reclassement personnel fait face à des difficultés psychologiques, des difficultés de terrain qui sont inhérentes à une fermeture ou une réduction d'effectifs, et c'est très compréhensible, c'est bien compréhensible. Néanmoins, disposer de plus d'offres que de personnes à replacer, ce sont quand même des conditions particulièrement utiles pour ce faire. Je vois que Jean-François Chanu revient. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Très bien, on vous entend. Je te repasse la parole. Très bien. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pu suivre en tout cas. Je vous voyais et je vous entendais toujours, mais j'ai un problème remontant, j'imagine. Non, très bien. Merci Hervé d'être intervenu. Ce que je voulais juste rajouter peut-être, c'est que comme type de compétences ou de type de travail que l'on recherche en ce moment, on a des centaines de postes ouverts dans l'usinage, les opérateurs de machines à commande numérique, des soudeurs, des assembleurs, des gens qui travaillent sur les matériaux composites, des contrôleurs. Voilà, on a un très très grand panel de compétences demandées. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les entreprises et l'ensemble du territoire se sont mobilisés pour mettre à disposition les formations nécessaires. On travaille bien sûr de façon récurrente, de façon systémique, je dirais, aussi bien sur les formations initiales que sur les formations continues.
les formations initiales, il y a de très forts liens avec les écoles, hein, les collèges, les lycées, les IUT, les écoles d'ingénieurs, etc., que ce soit par stage, par apprentissage. Ça, on essaie toujours de travailler sur l'attractivité des métiers industriels. Et un exemple qui a été mis en place il y a quelques années, c'est le campus des métiers et de qualification, qui est très présent dans notre territoire, qui est spécialisé un petit peu dans l'industrie du futur. Et c'est si vous voulez, c'est un réseau de lycées qui développe des formations initiales, hein, aux jeunes, qui est très adapté aux besoins des industriels et mis à jour régulièrement de façon à assurer un débouché aussi rapide que possible et aussi performant que possible pour les jeunes. Dans la formation continue, on a aussi développé un CFI, un centre de formation pour l'industrie, aussi autour de FIJAC, et là qu'on utilise pour les reconversions, pour les formations continues des entreprises. Et c'est important parce que ça permet, lorsqu'on a trouvé les bonnes personnes, de les former le plus rapidement possible et de façon la plus adaptée possible. Donc, les compétences, en fait, ça vient justement d'avoir des personnes qui ont des valeurs de base compatibles, on va dire, avec le travail dans l'industrie, mais aussi des moyens de les former, d'adapter les formations le plus rapidement, le plus efficacement possible. Donc ça, c'est vraiment ça qui permet d'avoir les bonnes compétences sur le territoire. Après, quand on parle, si la question, vous avez posé la question surtout, c'est compétences pour l'innovation, je reviendrai, c'est vraiment l'état d'esprit des personnes. Il faut que les personnes, l'innovation, ça vient de comprendre les problèmes, ça vient d'anticiper les besoins, que ce soit des besoins pour faire plus, faire mieux, faire autrement, etc. Une fois qu'on a anticipé les besoins ou même compris les besoins ou les problèmes, il faut chercher, il faut trouver les solutions. Et une fois qu'on les a trouvés via l'innovation en général, il faut savoir les développer. Donc, il faut savoir les mettre en œuvre, les développer chez les clients. Donc, ça, ces compétences d'innovation, ce sont des compétences, je dirais, humaines qui sont amplifiées, façonnées, adaptées par les formations qui sont mises en place par les industriels et par les organismes en étroite collaboration avec les industriels. Donc voilà, les compétences pour l'innovation dans le territoire, en fait, on les a. Parfois, il faut qu'on aille chercher un petit peu plus loin parce qu'on a un peu asséché dans certains domaines l'emploi local. On va chercher un petit peu plus loin. On développe des relations avec des centres de formation ou des écoles qui sont un petit peu plus vers l'Atlantique, pour le composite par exemple, ou d'autres régions. Mais on a tout sur place pour réussir et continuer à développer l'innovation dans nos industries. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, finalement, ce n'est pas tant les compétences techniques que l'ensemble des compétences humaines et techniques qui doivent faire l'objet, finalement, à la fois de formation, de développement, et ce, tout au long de sa carrière, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on a vu le rôle déterminant des compétences. Et je me tourne vers Marjolaine Cros-Balthazar. Dans le cas de Romans-sur-Isère, donc on a vu que vous avez parlé de savoir-faire, de compétences au début de vos interventions, donc qui ont finalement orienté les activités et fait perdurer en quelque sorte les activités dans le domaine de la chaussure. Mais dans les années 90, Romans-sur-Isère a cherché à diversifier ses activités. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette diversification des activités à Romans-sur-Isère et est-ce que finalement les compétences qui avaient été développées et reconnues dans le domaine de la chaussure n'ont-elles pas finalement enfermé les entreprises dans une trajectoire dans laquelle elles ne pouvaient plus sortir? Oui, alors dans les années 90, donc je l'ai dit, l'emploi dans la chaussure décline peu à peu, et puis en parallèle, il y a quand même l'émergence d'autres entreprises industrielles, d'autres filières industrielles, notamment un boom un petit peu de l'agroalimentaire, comme dans d'autres territoires industriels en France, hein, c'est la période aussi. Donc développement de l'agroalimentaire à Romans, qui se base aussi sur les spécialités culinaires locales, comme c'est le cas dans d'autres territoires. Et puis, essor de la maroquinerie. Et essor de la maroquinerie, ce qui est intéressant, c'est que ça vient un peu pallier, parce qu'on est dans l'industrie du cuir, donc ce n'est pas la chaussure, mais c'est quand même une industrie cousine, et ça va permettre de
reprendre certains salariés qui travaillaient dans la chaussure, les réemployer, et puis aussi maintenir un tissu industriel, notamment les tanneries, les entreprises qui travaillaient dans la mécanique ou l'outillage lié à la fabrication de chaussures, ils sont maintenus sur le territoire grâce à cet essor de la maroquinerie, et c'est ce maintien aussi qui permettra plus tard, une dizaine d'années plus tard, de relancer la chaussure. Donc, il y a eu un rôle clé quand même qui a été joué par les acteurs de la maroquinerie, et notamment Hermès et Vuitton qui sont présents dans le nord du bassin industriel. Donc, il y a cette trajectoire industrielle qui est un peu endogène, et puis en parallèle, il y a les acteurs publics qui essayent de trouver les moyens de diversifier l'économie. Il y a un peu deux grands tournants majeurs pour le territoire dans les années 90. Le développement de Rovaltin, donc un parc technologique, ce n'est pas spécifiquement à Romans, mais c'est dans le bassin à côté. Donc, l'implantation d'une grosse zone d'activité à côté de la gare TGV, donc pour bénéficier aussi des infrastructures TGV, voie rapide qui est à côté, et puis proximité de la vallée du Rhône. Donc, avec la plantation d'une centaine d'entreprises, je crois qu'il y a plus de 100 hectares et des milliers d'emplois sur cette zone, dans plein de secteurs différents. Donc, attractivité un peu tout azimut, si je peux me permettre l'expression. Et puis, autre tournant, autre recherche d'attractivité un peu différente, c'est l'attractivité commerciale, puisque le maire de l'époque à Romans réussit, c'était sa volonté en tout cas, à implanter le centre commercial Marc Avenue, donc, qui est aujourd'hui la plus grande zone commerciale hors Île-de-France, au sud de l'Île-de-France, et qui accueille, je crois, 90 magasins dans le textile. Donc, il y a ces deux tournants-là, donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes compétences qui sont mobilisées dans ces entreprises-là. Avec la maroquinerie, il y a un maintien, une remobilisation d'une partie de la main-d'œuvre, mais à cette époque, il faut noter qu'en parallèle de tout ce qui se passe là, ferment les centres de formation liés à la chaussure. Donc, l'AFPA reprend le centre de formation dans le cuir et dans la chaussure et ferme les formations liées à la chaussure. Donc, ce qui est un tournant marquant et ce qui aurait pu signer quand même la fin définitive de la chaussure dans le territoire. Et dans les années 2000 et puis plus récemment, c'est vraiment un enjeu fort que de redévelopper, trouver les compétences, les savoir-faire liés à la production de chaussures. Parce qu'une fois que ces savoir-faire disparaissent, c'est très compliqué de les faire revenir, de les refaire émerger à partir de rien finalement. Donc, ça a été un gros enjeu dans les années 2000 de trouver des personnes qui savaient encore fabriquer une chaussure de A à Z. Parce que vous parliez, Caroline, de la façon peut-être dont certaines entreprises se sont enfermées dans des trajectoires qu'on peut appeler de verrouillées. Et en fait, les grandes entreprises de la chaussure avaient quand même très spécialisé les ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers dans la chaussure, dans les années 80-90, ils n'effectuaient plus que 3-4 opérations de production. Alors que quand est relancée la chaussure dans les années 2000, vu que c'est des petits ateliers, on a besoin d'ouvriers qui sachent produire une chaussure, être capable d'opérer plus d'étapes de production. Et du coup, à l'époque, c'est difficile de trouver des personnes qui sont capables de le faire. Donc, à ce moment-là, ils sont allés chercher des salariés très âgés, finalement, qui savaient produire une chaussure de A à Z. Ils ont cherché donc à relancer aussi les formations professionnelles adultes à travers l'AFPA. Ils se sont rapprochés du lycée professionnel, là encore pour relancer des formations liées à la chaussure. Donc, différents enjeux et qui montrent aussi la vitesse à laquelle ça peut aller, la perte de savoir-faire, de compétences liées et là, on est sur des compétences plutôt techniques, ce n'est pas spécifiquement lié à ces questions d'innovation, mais on voit la vitesse à laquelle ça peut aller, ce déclin, ce délitement des compétences locales, qui sont essentielles quand même quand on parle de relance productive. Effectivement, l'innovation, c'est hyper important, mais je crois que la question des compétences et des savoir-faire et des formations est là encore essentielle aujourd'hui. Du coup, la question des relocalisations doit nécessairement être mise en lien avec les compétences, parce qu'il ne s'agit pas de décider de relocaliser dès lors qu'on n'a plus les compétences sur les territoires. Oui, je pense que tout le monde l'a un peu dit, cette question des compétences est hyper importante. Alors, les chiffres le montraient déjà quand même, il y a une évolution de ce qu'est l'industrie, puisque des années 90 aux années 2010, on parlait de chute de l'emploi industriel. Alors effectivement, l'emploi industriel s'effondrait totalement. Par contre, le nombre de cadres dans l'industrie, en parallèle, augmentait en valeur absolue, c'est-à-dire pas juste en valeur relative. Les cadres dans l'industrie représentent une proportion relativement importante aujourd'hui de l'emploi. Et puis, je pense qu'on a
fortement besoin. C'est des choses qui sont ressorties à la fois sur mon terrain de Romans-sur-Isère, mais aussi à Annonay, dans le bocage bressurais, plutôt vers Choletais, de personnes qualifiées en termes de bac pro, bac plus 2, des techniciens, qui sont aujourd'hui très, très importants dans le domaine de la production industrielle. Oui, merci beaucoup. Bon, effectivement, la question des connaissances, elle est vraiment aujourd'hui centrale. Vous nous avez donné plusieurs exemples, soit de formation, soit de métiers sur lesquels on avait des tensions. Il y a des offres d'emploi, mais il n'y a personne en face qui peuvent y répondre. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion, au cours d'un prochain séminaire, de réaborder encore une fois la question des compétences qu'on a eu l'occasion d'aborder au mois de septembre. Je vais passer à une question d'un des intervenants et je m'adresse notamment à Marie Ferru. Du coup, on a évoqué la question des innovations sociales et du coup, la question que pose Marc Alocher est la suivante. Est-ce que vous considérez que les innovations sociales sont plus ou moins faciles à développer dans des territoires plutôt ruraux que d'autres plus fortement urbanisés et plus généralement, en quoi les nouveaux modèles d'innovation sociale sont-ils plus propices aux territoires en difficulté? Alors, c'est une très, très bonne question. Néanmoins, j'aurais du mal à donner une réponse vraiment avec une réponse sûre. Peut-être que dans certains territoires, on peut avoir des éléments qui favorisent plutôt les innovations sociales. Comme je vous l'ai un peu rappelé, les innovations sociales se basent souvent sur une pluralité d'acteurs, une pluralité de compétences, la mise en place de différentes formes d'innovation, ce qui suppose en fait d'avoir quand même des acteurs qui soient très proches, pas uniquement physiquement, mais qu'il y ait une certaine forme d'interconnaissance entre les acteurs pour que ça puisse fonctionner. Donc, on peut penser que certains territoires ont un atout pour favoriser justement ces interconnaissances. On pourrait supposer les deux, hein, d'ailleurs, que la ville favorise la mise en relation personnelle et les interconnaissances. Donc, on pourrait se dire que ça peut plus facilement se faire en ville. Après, d'autres pourront dire aussi que dans le milieu rural, peut-être qu'il y a plus de distance qui sépare les gens, mais les gens se connaissent mieux, donc ont une autre forme de proximité. Donc, je n'aurais pas une réponse tranchée. Simplement, je pense qu'il y a des territoires, en effet, qui sont plus propices à l'innovation sociale, que c'est difficile de déterminer aujourd'hui ce qui va faire que ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, à l'observation, on voit aussi que sur les territoires ruraux et où on a l'impression que pas grand-chose se passe, c'est là où il y a des choses, mais en fait, c'est aussi moins lié là, à ce moment-là aux caractéristiques des territoires qu'aux besoins véritablement des acteurs de répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous avez sur le plateau des 1000 vaches notamment peu de choses qui se mettent en place de façon instantanée. Ils ont peut-être moins accès à certaines formes d'innovation justement technologique. Néanmoins, ils ont besoin par exemple, on a dit le numérique, c'est difficile sur certains territoires. Enfin, ils ont besoin de trouver des réponses à leurs besoins et donc ils s'auto-organisent, ils essayent de s'adapter pour répondre à des besoins. Donc là, c'est plus, et très souvent d'ailleurs, l'innovation provient plus d'une réponse urgente à un besoin et de trouver les moyens de tout mettre en fait pour pouvoir réussir à donner une solution. Et très souvent, c'est quand même dans l'urgence, dans les crises, dans les moments vraiment de contraintes fortes qu'on arrive à innover. Et donc, dire que c'est vraiment lié à des caractéristiques de territoire, c'est peut-être moins ça, même si on pourrait on pourrait faire des hypothèses, que finalement la volonté aussi des acteurs sur les territoires. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais c'est des éléments, des premiers éléments. Mais j'aimerais trouver des éléments de réponse justement plus clairs à cette question. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement répondu à la question posée. Je vais m'adresser, mais peut-être à l'ensemble de nos intervenants. C'est une question un peu plus globale. On a parlé donc de plusieurs formes d'innovation. Et ma question, c'est est-ce que la combinaison entre innovation technologique, organisationnelle, sociale
est à même de mener l'industrie à effectuer sa transition numérique et écologique. On sait très bien aujourd'hui que les enjeux de transition sont notamment sur la digitalisation et sur la dimension écologique. On l'a un peu abordé, notamment en termes d'innovation environnementale dans le cas de RATI FIJAC. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de chaque intervenant sur cette question. Donc, finalement, le rôle de l'innovation pour les différentes transitions qui doivent être faites aujourd'hui, aussi bien à toutes les échelles, aussi bien locales, nationales que mondiales. Monsieur Chalut? Je vais peut-être commencer. Effectivement, au-delà des hélices dont on a parlé tout à l'heure, dans le territoire Aurillac, Figeac, Rodez, comme je l'ai dit, c'est un territoire qui est rural, comme nombreux d'ailleurs, et dans une très belle région, ce qui fait que la fibre, je veux dire, la fibre écologique, c'est pas une fibre particulière, elle est déjà dans chacun de nous. Et donc, ça se voit au travers de tout ce qu'on développe, de tout ce sur quoi on travaille. Si on regarde les projets qui sont en cours, et c'est pas tout neuf aujourd'hui, ça a toujours été, c'est un continuum en fait. Hein. Aujourd'hui, on a des projets qui sont dans l'agroalimentaire pour travailler sur des copeaux de bois pour la vinification, par exemple, des moulins. Minoy a mentionné les moulins Calvet qui innovent dans les entrepôts ou les silos à farine. On a l'innovation de la SNAM à Decazeville qui travaille sur le reconditionnement des batteries. On sait que dans un monde qui va être de plus en plus électrique, surtout dans l'automobile, mais pas que, les batteries, c'est un problème. Donc, il y a une idée de faire circuler, de faire cycler les batteries, et il y a des gros investissements, il y a un gros développement de ce côté-là. On a aussi une entreprise qui développe une moto électrique, un motowatt à côté de nous. Donc, on retrouve des innovations dans les produits qui sont en fait le fruit de valeurs et d'une combinaison justement des industriels, des acteurs sociaux, des acteurs administratifs autour qui permettent de développer des produits et une économie qui est forcément plus verte, je dirais, qui a toujours été verte par les gens et qui l'est maintenant de plus en plus par les produits. Merci. Marie Ferru, peut-être, pour répondre à cette question entre finalement le rôle de l'innovation pour atteindre les objectifs, notamment écologiques. Là encore, je pense qu'en effet, se mettre en place des projets d'innovation sociale et… Marie, on ne vous entend plus. Décidément, ce séminaire porte bien son nom. En attendant on récupère Marie Ferru, peut-être que je vais passer la parole à Marjolaine Gros-Balthazar. Oui, du coup, effectivement, il y a deux choses que je pense, et puis ce qui vraiment advient dans les territoires, et je pense qu'il y a encore des recherches qui doivent être menées, peut-être sur la façon dont se combinent localement dans les territoires les innovations technologiques, sociales, organisationnelles. Parce que là, on a quelques exemples, mais peut-être qu'on pourrait davantage monter en généralité si on travaillait encore plus fortement avec les territoires concernés. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, les enjeux… il y a une volonté de relancer l'industrie, et les enjeux sont pluriels, et ça on le sait, vous l'avez dit, enjeux socio-économiques, environnementaux, les enjeux aussi de compétitivité. Et pour répondre de façon conjointe à tous ces enjeux, je pense effectivement qu'on ne peut pas opposer nécessairement innovation technologique et innovation sociale, mais plutôt les penser ensemble parce qu'elles apportent des choses différentes et très complémentaires. Merci. Je crois qu'il y a une coupure d'électricité du côté de Poitiers. Voilà. Peut-être je vais passer la parole à Monsieur Labarthe, il est toujours présent, sur justement cette question du rôle de l'innovation dans les transitions. Oui, je suis toujours là. Je trouve le propos de chacun là très intéressant. Je vais simplement vous livrer une expérience. Donc Jean-François Chalut l'a dit. On a la chance d'avoir un territoire qui est relativement dynamique sur le plan industriel, puisque la communauté que je préside, donc 92 communes, 45 000
industriels quand la France en moyenne en compte 13%. Pour autant, je crois que ce qui a fait la réussite de ce territoire, c'est le collectif. Et il faut continuer à pousser les feux sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler sur la dimension sociale, comme vous dites, et essayer de qualifier en fait l'intérêt que pourraient avoir les territoires ruraux à accueillir des populations, bien sûr, mais aussi à développer des activités, soit-elles industrielles ou autres. Et donc, on vient de lancer une réflexion avec un chercheur qui va nous aider donc à construire des indicateurs. Alors, pour le moment, on appelle ça le bonheur local brut, mais on va voir comment est-ce qu'on atterrit là-dessus. L'idée, en tous les cas, c'est de fabriquer des indicateurs qui permettent de se mesurer à des territoires urbains ou entre territoires ruraux pour voir l'endroit où est-ce que finalement, lorsqu'on est jeune ou moins jeune, bien sûr, mais lorsqu'on est jeune actif, on peut s'établir sereinement pour pouvoir peut-être élever mieux ses enfants avec une qualité de l'air, une qualité de l'eau, une qualité aussi de la vie culturelle, etc., etc. Donc, on vient de lancer, on est juste au départ, on vient de lancer ces travaux-là. Ça va nous prendre 18 mois et j'espère en tous les cas qu'on sortira sur quelque chose de tangible. Mon idée, c'est de pouvoir bâtir ces indicateurs et qu'ils soient utilisés par d'autres. C'est pas simplement de les garder pour nous. Donc voilà, c'est quand j'entends non pas la concurrence qu'on peut avoir en fait entre des territoires urbains et ruraux, mais je pense que chacun doit se démarquer avec ses atouts. Et le rural est trop longtemps resté à côté de ce sujet. Donc aujourd'hui, il faut qu'il puisse mettre en avant les atouts qui sont les siens. Voilà ce que je souhaitais verser au départ. Merci beaucoup. Je vais prendre une question, enfin plusieurs questions de la part de nos participants. Si je reviens sur la question des compétences, donc on a pu voir finalement la disponibilité des compétences sur le territoire Aurillac-Figeac-Rodez. Est-ce que dans le cas, par exemple, de Romans-sur-Isère, je m'adresse à Marjolaine Gros-Balthazar, est-ce qu'il y a des problèmes de compétences, de qualification aux différents niveaux de diplôme? Est-ce que c'est un problème récurrent qui est rencontré sur ce territoire-là? La réponse est oui. La réponse est oui, et je pense dans la plupart des territoires industriels, j'oserais dire non métropolitains, mais bon, je m'oppose aussi à toujours ce dualisme métropole-rural, mais là, j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse plutôt sur des territoires non métropolitains, et c'est toujours ressorti quand même cet enjeu de formation, de compétences et puis d'attractivité, parce qu'il y a quand même, c'est vrai, une spécificité pour ces territoires-là, c'est le fait que les jeunes, ils partent se former ailleurs. Et ensuite, c'est pas forcément très facile de les faire revenir, de leur donner envie de revenir travailler dans ces territoires, y compris s'il y a de l'emploi. Et là, on touche à d'autres questions un peu plus larges qui ne sont pas forcément spécifiquement industrielles. Enfin, les réponses ne sont pas spécifiquement industrielles, voilà, qui appellent à tout un tas de leviers d'attractivité territoriale, voilà, pour soutenir la qualité de vie en fait, et donner envie à ces personnes formées de revenir travailler dans les territoires. Donc il y a un petit peu deux volets, à la fois effectivement monter des formations locales qui répondent aux enjeux qui sont posés aux industriels locaux, et puis lorsque une certaine partie de la population part se former ailleurs, leur donner envie de revenir dans ces territoires et travailler dans les entreprises qui y sont ancrées. Je vais m'adresser à Amina Marchand. Est-ce que c'est une problématique que vous avez traitée finalement, soit dans le cadre du programme Territoire d'industrie ou dans le cadre d'un projet de territoire autre que Territoire d'industrie? Parce qu'effectivement, former les personnes est une chose et attirer les jeunes sur son territoire est complémentaire finalement du volet formation. Donc, est-ce que le territoire Aurillac-Figeac-Rodez a réfléchi aussi à cette question finalement de l'articulation entre les différents enjeux de compétences et d'attractivité?
Oui, oui, oui. Alors du coup, le territoire d'industrie y a réfléchi, mais vraiment en collaboration aussi avec le cluster de la Mechanic Valley, parce que ils ont vraiment, enfin, ce cluster a la compétence aussi RH, donc c'est vraiment eux qui travaillent sur cette thématique-là. Et nous, territoire d'industrie, voilà, on apporte des informations un peu complémentaires sur ces sujets. Il y a la problématique aussi déjà de sourcer un peu les candidats pour les former. Et ensuite, il y a qu'il faut les faire rester sur le territoire. Je ne sais pas si Hervé, vous êtes toujours connecté, mais vu que vous êtes vraiment sur le sujet, vous peut-être dire 2 mots sur ça pour compléter. Oui, tout à fait. Ce sont des sujets prégnants et fondamentalement importants. Donc, on a, à la demande de la région Occitanie, on a notamment géré une GPEC territoriale, gestion des emplois et des compétences territoriales interfilières. Ça nous a été confié parce que, effectivement, notre organisation et notre réseau et en bonne relation avec les autres industries nous permettaient d'aller rapidement à l'essentiel. On a sorti 19 actions différentes dans le cadre de cette GPEC territoriale. Plus d'une centaine de participants et actuellement, il y a une dizaine de groupes de travail qui sont en train de mettre en place ces différentes actions. Donc, c'est un travail structurant à l'échelle du territoire. Minoy, avec le territoire d'industrie, chapeaute une des actions. Le CRGE, sur les groupements d'employeurs, en chapeaute une autre. Plusieurs communautés de communes chapeautent des actions sur l'attractivité, justement l'attractivité territoriale, et comment on peut mettre en place des actions complètement pragmatiques et de terrain. Donc, c'est cette force, les uns et les autres l'ont dit, c'est la force des réseaux, c'est l'imbrication entre tous qui fait qu'on est en capacité de réussir certaines actions pour que ce territoire, le nôtre, mais d'autres peuvent faire pareil ou font pareil, puisse attirer, garder nos compétences et puis que nos entreprises puissent être plus performantes. C'est quand même un des objectifs. Merci. Je vois que Marie Ferru est revenue. Je vais lui redonner la parole c'était concernant la question du rôle de l'innovation dans les transitions. Oui, désolée, je ne sais pas du coup jusqu'où vous m'avez entendu. Il y a une coupure donc ici à la MSHS de Poitiers de tout, de l'électricité, du Wi-Fi, désolée. Donc ce que je disais, oui, je pense que l'innovation est un moyen de répondre aux problématiques de transition environnementale et sociale. Justement, l'exemple que j'ai donné de Plastil, c'est bien l'illustration aussi où on essaye de répondre à des contraintes, des transitions en termes environnementaux, mais aussi à des problématiques sociales et d'emploi on en a parlé tout à l'heure, de formation, de compétences, comment trouver un emploi à ceux qui sont éloignés du marché du travail et en même temps, comment sur certains territoires où on n'arrive plus à trouver les compétences localement, on peut essayer de trouver d'autres moyens pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Donc, je pense que l'innovation, justement, est le moyen de répondre à ces questions en essayant de trouver des solutions, en s'adaptant. Et c'est très souvent, comme je le disais, sous la contrainte. Et c'est la même chose, je pense, pour les problématiques environnementales qui sont aujourd'hui assez urgentes, qui sont aussi impulsées par les groupes. Ça a été rappelé ce matin. Les groupes, souvent aussi, favorisent la mise en place de ces démarches environnementales pour répondre aux objectifs environnementaux du moment. Donc, je n'aurais pas grand-chose de plus à rajouter. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu tout à l'heure. Merci beaucoup pour avoir complété votre réponse. Une autre question d'un des participants concerne les relocalisations, donc sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, il nous dit un des freins de la relocalisation, à la relocalisation, pardon, c'est l'écart de coût entre le produit relocalisé et le produit importé. Je pense que la question s'adresse plutôt au territoire Aurillac-Figeac-Rodez. Quelles dispositions existent dans les programmes de relocalisation pour dépasser ce frein et garantir une pérennité d'activité? Oui, je peux peut-être intervenir, peut-être d'autres derrière moi. La relocalisation, c'est vraiment un sujet à l'honneur, je dirais, en ce moment. Je crois qu'il faut quand même faire attention. Il y a tout un tas de produits qui
qui ont été délocalisés, c'est-à-dire qui dans le passé étaient fabriqués en France et qui le sont maintenant dans un pays, on va dire, à meilleur coût. C'est le cas chez nous. On a des équipements d'aéronautique qu'on a développés ici et il y a une dizaine d'années, on a ouvert une filiale chez nous au Maroc et qui est spécialisée dans la fabrication à grande cadence de ces produits-là qui demandent une main-d'œuvre importante. C'était nécessaire pour pouvoir maintenir notre position sur le marché, ou en tout cas maintenir notre activité pour ces lignes de produits-là en termes de compétitivité. Donc la délocalisation ou la localisation dans le meilleur endroit, c'est quelque chose qui est nécessaire dans certains produits, bien sûr, pas partout, mais dans certains produits, de façon à maintenir une activité. Ceci dit, comment est-ce qu'on fait pour combattre ou en tout cas travailler avec ça? Je crois que ça vient justement par l'innovation. Si on innove et que l'on développe des technologies, je ne vais pas dire plus complexes, mais en tout cas plus avancées, qui permettent d'amener une valeur supplémentaire au client d'une part, mais aussi de s'éloigner de ce qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire des choses faciles à fabriquer, qu'on peut faire partout et qui ouvrent à une compétition mondiale, eh bien, ça peut être une stratégie gagnante pour les entreprises. C'est pour ça que l'innovation, développer des produits de plus en plus sophistiqués, je dirais, ou en tout cas de plus en plus avancés, permettent de maintenir, voire de grandir une activité locale. En tout cas, c'est ce qu'on fait, par exemple, chez Ratier Figeac, c'est le cas. On fait aussi de la relocalisation, ou en tout cas de l'internalisation de produits que l'on achetait à l'extérieur, qui étaient faits en dehors de l'Europe, par exemple, et justement, dans le cadre de France Relance, avec les dispositifs qui ont été ouverts, ça nous a permis d'intégrer ou d'intérioriser le développement. Nous sommes soumis à des contraintes électromagnétiques très fortes, manifestement. Vraiment, oui, il y a des personnes qui ont des ondes assez négatives. Non, il faut penser que non. Ce que je pense, Jean-François Chanu signalait aussi, c'est le fait que malgré ces localisations ailleurs, Ratier Figeac a continué d'embaucher et de croître en effectif, ce qui n'est pas négligeable. Les décisions qui étaient prises de transfert ailleurs n'ont pas réduit le nombre d'employés de chez Ratier Figeac, notamment. Et ça, si Jean-François Chanu arrive à se reconnecter, il expliquera bien sûr mieux que moi en la matière de relocalisation. C'est effectivement après sur des sujets de grande innovation technologique et le côté innovation organisationnelle sur le terrain. Ben, c'est d'arriver à faire travailler, mais c'est le quotidien de nos entreprises, c'est faire travailler sa supply chain, faire travailler la chaîne de sous-traitance au local, idéalement à proximité de chez soi. Ça, c'est pour le bon côté environnemental. Circuit court, autour de chez soi, avec des compétences, c'est la recette gagnante, c'est une des recettes gagnantes de notre territoire. Voilà sur ce point complémentaire. Retour, je ne sais pas si vous m'entendez. À nouveau, oui. Oui, on vous entend. Oui, oui, allez-y. D'accord. Oui, oui. Non, mais écoutez, je ne sais pas exactement où j'ai été coupé. Je disais qu'il y a certains produits, en revanche, malgré la délocalisation qu'on a pu voir, il y a certains produits qu'on a décidé de fabriquer en interne, alors que c'était des produits très compliqués, complexes, critiques, que l'on avait l'habitude d'acheter à l'étranger, en dehors de l'Europe. Et on a décidé de faire ça. C'est une décision stratégique, en fait, avec de gros investissements, parce qu'on pense que c'est un type de produit qui nous intéresse, qui nous permettra de développer de nouvelles familles de produits. Mais encore une fois, ça demande de gros investissements. Et dans les moyens mis en œuvre dans le cadre de France Relance, on a pu justement, ça a été un projet qui a été retenu, pour lequel on a pu avoir un soutien partiel de l'État, et ça va nous permettre de maintenir ou en tout cas de développer de l'emploi dans une certaine ligne de produits que l'on n'avait pas auparavant. Donc oui, la délocalisation, ça existe, ça existera toujours, mais la relocalisation aussi, en tout cas dans le domaine aéronautique,
où les produits technologiques sont assez complexes, la relocalisation, ça peut se faire pour des produits vraiment spécifiques qui demandent un savoir-faire et un niveau technique élevé. C'est ça, je crois que c'est une course entre les pays ou entre les régions du monde et on en sort gagnant en France que si on innove et si on arrive à développer des nouveaux produits qui amènent de la valeur supplémentaire aux clients et qui demandent un niveau, je dirais, intellectuel et manuel supérieur à ce qu'on trouve autre part dans le monde. D'accord, donc un des leviers pour réindustrialiser, c'est finalement de monter en gamme et de produire des biens à plus forte valeur ajoutée, selon vous. C'est ça. Vous venez de parler de France Relance. Au début de ce séminaire, on a vu que le territoire et certaines entreprises du territoire avaient bénéficié de fonds dans le cadre du plan France Relance. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont pu bénéficier de ces fonds, donc qui s'inscrivent d'ailleurs pour certains, soit j'imagine dans le volet relocalisation secteur critique ou bien soutien dans les investissements sur les territoires? Oui, bien sûr. Alors, pour rappel, donc, au niveau des investissements totaux, on était à plus de 248 millions d'investissements projets industriels sur le plan France Relance. Et pour donner quelques exemples, donc on a différents fonds de soutien. On a une entreprise dans l'agroalimentaire en Aveyron, Moulin Calvé, qui a été lauréat sur, sur France Agrimaire, avec un projet d'investissement de l'ordre de 4 millions d'euros. Ils ont été retenus pour une aide de l'État 2 millions d'euros. Dans le Cantal, par exemple, au niveau du médical, de la santé, on a l'entreprise Interlab qui est reconnue aussi à l'international, qui a été lauréat sur le fonds de soutien à l'investissement industriel des territoires. Donc, pour dire territoire d'industrie, c'est comme ça un peu qu'on le résume, ce fonds de soutien, avec un projet d'investissement à 3 millions d'euros. Ils ont été retenus pour 800 000 euros d'aide. Et puis peut-être pour terminer, voilà un autre exemple dans le Lot, une entreprise dans le nord du Lot, EP3E, qui est dans l'électronique, qui a été aussi retenu sur le fonds de soutien à l'investissement industriel des territoires, avec un projet à plus de 6 millions d'euros, et ils ont été retenus pour 600 000 euros. Voilà un peu pour donner quelques exemples. On avait différents fonds de soutien. Si on a eu l'aéronautique, l'automobile, ou voilà, on avait des fonds de soutien de résilience, mais par secteur d'activité. Et voilà. Merci beaucoup. Pour terminer ce séminaire, je vais y poser une question qui a été soulevée par Paul Souplet. On a commencé à l'aborder en parlant qu'il y avait une complémentarité entre les enjeux d'attractivité et de compétences. Il pose la question suivante, à savoir quelles mesures d'accompagnement sont nécessaires pour favoriser et développer les innovations sur les territoires, et notamment aider les mobilités, rechercher les logements, résoudre les problèmes de foncier. Est-ce que, du coup, peut-être, Mireille Marchand, vous pouvez nous dire rapidement quelques mots voilà, sur les autres aspects qui complètent finalement les différents projets de territoire Tout à fait. Alors là, on est sur l'accompagnement des collectivités membres de notre territoire d'industrie pour les accompagner sur leur stratégie foncière. Donc, nous, le territoire d'industrie, on ne peut pas être compétent sur toute thématique. On ne peut pas proposer des solutions à chaque fois. Donc, on a fait appel au Centre d'études et d'expertise sur l'aménagement, l'environnement, donc le CEREMA. On a fait venir une personne de Lyon, une personne de Toulouse pour animer tout un séminaire sur une journée. Donc, en fait, c'est une mission flash de 5 jours. C'est une convention qui a été passée voilà, avec la NCT. Donc, nous, le territoire d'industrie, on a pu en bénéficier. Donc, ils nous ont fait un diagnostic rapide, un état de l'art sur notre territoire. Ils nous ont aussi montré le nouvel outil qui s'appelle Urban Simul, pour voir, pour que le foncier soit plus visible, mais avec tout un tas d'options voilà, que je ne saurais pas forcément représenter. Mais donc, c'est un dispositif qui va être disponible à toutes les collectivités de France d'ici la fin de l'année. Donc, ils nous ont présenté cet outil et ensuite, on a fait des ateliers vraiment pour partager tous les outils qui sont disponibles et qui existent, dont les collectivités doivent se doter parce qu'elles ne connaissent pas forcément tous les outils qu'elles ont à leur disposition. Et puis vraiment l'accompagnement sur cette stratégie de foncier raisonné, parce que l'objectif en fait aussi de ce séminaire, c'était de pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut anticiper aussi la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette.
Voilà, donc cette journée fut quand même un succès sur notre territoire d'industrie où les trois quarts de nos collectivités ont participé et on sera peut-être amené voilà, à reconduire ce genre de séminaire, mais voilà, peut-être pas à l'échelle du territoire d'industrie parce que ça fait beaucoup de collectivités. Là, voilà, c'était une journée pilote un peu, donc pourquoi pas le refaire à l'échelle peut-être de chaque collectivité ou de chaque département. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il me reste donc à remercier l'ensemble de nos intervenants pour leur participation aujourd'hui à ce séminaire très riche en enseignements autour de l'innovation. Donc, merci beaucoup.